Bonjour tout le monde. On est ici ce matin avec un vrai expert de la mode. J'espère que je vais prononcer correctement. Avec mon français déplorable, Pierre-François Lelouet, qui est le président de la Fédération de prêt-à-porter, le plus grand organisme pour la mode en France. Et on est là parce qu'il a lancé un projet très intéressant aujourd'hui qui s'appelle Role Model. Alors, Pierre-François, bonjour. Bonjour Godfrey. Expliquez-nous, quel est le concept de Role Model? Alors, Role Model est un événement qui se tient donc aujourd'hui à l'espace Niemeyer. Nous sommes à quelques pas donc du siège du Parti communiste français, dans un immeuble absolument incroyable. Et Role Model a pour ambition de réconcilier le monde de la finance avec le monde de la mode. Mon ami, c'est le monde de la finance. Nous l'espérons en tous les cas. De temps en temps, on entend que les relations sont un peu distendues. Donc nous avons proposé à un certain nombre de financiers, de banquiers, d'experts comptables, de plateformes de financement, d'assister à cette journée aujourd'hui aux côtés d'entrepreneurs qui sont dans la salle mais qui sont surtout sur scène. Donc nous faisons le point avec 15 entrepreneurs qui ont été choisis pour leur diversité, des petits, des grands, des vieux, des jeunes, des grandes entreprises, des petites entreprises, mais tous ont en commun le fait d'avoir des success stories incroyables et d'être de véritables rôles modèles pour une autre génération d'entrepreneurs. Donc on fait rencontrer ces entrepreneurs affirmés, ceux qui sont en cours, avec ce monde de la finance qui aujourd'hui est réuni ici à l'espace Niemeyer. Ah, très bien. Est-ce que votre avis, les jeunes designers, les jeunes marques français, relativement à leur concurrence à Milan, à Londres, à New York, ont plus de difficultés à rencontrer et recevoir et avoir les finances? Alors, la chance que l'on a aujourd'hui en France, c'est d'avoir un écosystème qui est assez complet. Et que vous savez qu'il y a beaucoup d'organisations professionnelles, dont la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui trouvent que ce sujet du financement est vraiment au cœur des problématiques. Donc nous avons noué des partenariats avec BPI France, avec l'IFSIC, notamment pour garantir des prêts à certaines entreprises ou pour prêter directement, ce qui facilite beaucoup la vie d'un certain nombre de jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas sûr qu'à l'étranger, il y ait le même système et la même implication des organisations professionnelles au service du financement des marques. Donc nous avons cette chance en France, les entrepreneurs français ont cette chance, simplement ça ne suffit jamais. On a toujours besoin d'argent pour financer la croissance et on a toujours besoin d'encore plus d'argent quand on croît encore plus vite. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a en France des startups dans la mode, des marques de mode qui se développent extrêmement rapidement sur des modèles très différents, pas simplement celui d'un créateur de mode, évidemment. On peut être une marque de prêt-à-porter, on peut être une marque online uniquement, etc. Et toutes ces maisons ont besoin d'argent pour grandir. Quand vous avez choisi les 15 success stories, quelle était la caractéristique que vous avez cherchée en chaque marque? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a cherché une caractéristique alors j'ai pas été le seul du tout à choisir. On a réuni un comité de sélection composé d'acteurs majeurs de à la fois notre fédération, mais aussi des personnes qui sont au plus près du terrain, notamment des acheteurs de grands magasins. Parce qu'on voulait avoir des success stories qui soient vraiment des success stories. Parce que dans la mode, de temps en temps, on dit « Ah, celui-là cartonne, etc. » alors qu'en fait, derrière, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc, le principal critère, c'était le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires. Ça n'était pas le caractère glossy ou pas de la marque. Donc, on a des marques très glossy, on a des marques qui sont peut-être un peu moins séduisantes sur le papier, mais toutes ont une très forte croissance. Mais l'ordre de grandeur, le plus petit était combien et le plus grand combien? Le plus petit, en gros, le plus petit, c'est des maisons qui font en gros 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et on en a un certain nombre qui vont venir aujourd'hui ou qui ont dépassé légèrement de ce stade. Je pense à Loom, je pense à Patine, je pense à Maison Château-Rouge. Et puis le plus gros, nous avons convié Sébastien Bismuth, le patron de Célio et de Don't Call Me Jennifer, qui au total doit faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais on a aussi les témoignages du Pierre-Arnaud Grenade, le CEO de Bâche, qui fait 250 millions de chiffre d'affaires et qui nous a dit aujourd'hui qu'entre 2015 et 2021, la croissance de Bâche a été de 600%.
Donc, toutes ces maisons ont des croissances qui sont extrêmement fortes. Don't Call Me Jennifer est une maison qui s'était complètement cassé la figure et qui repart très fort aussi. Donc ce sont ces retournements d'entreprise ou ces créations d'entreprises que nous avons sollicitées aujourd'hui pour qu'elles nous expliquent comment elles ont fait. Qu'est-ce qui ressort? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Ça, c'est la beauté de la mode du point de vue financier, parce que, occasionnellement, quand ça marche, il y a un taux de croissance de 20, 30, 40% par an, et tout à coup, ça devient une assez grande affaire. Quelle était la caractéristique que vous avez cherchée dans le genre de finances qui sont venus ici, qui sont invités ici? Alors là aussi, de la même manière qu'on avait autant des marques extrêmement diverses par leur profil et par leur rythme de croissance, on voulait aussi avoir des financiers qui soient à l'image d'un secteur qui bouge énormément aussi, celui de la finance. Donc on a à la fois des acteurs un peu traditionnels, des banquiers, qui sont dans des centres d'affaires et qui ont comme clients des marques de mode. On a des experts comptables ou des commissaires aux comptes, parce que ça aussi c'est intéressant de savoir d'un point de vue comptable comment on gère cette croissance. Et puis on a d'autres types de financeurs beaucoup plus nouveaux. Je pense à des représentants de plateformes de financement comme l'ITA, comme Ulule, qui sont là parce qu'on a vu récemment, on a aussi bien sûr des fonds d'investissement plus traditionnels qui sont dans la salle, ou des business angels. Certains vont témoigner d'ailleurs tout à l'heure. Donc on a vraiment tout un panorama, tout l'éventail des solutions, y compris les plus récentes, donc ces fameuses plateformes, puisqu'on a vu que certaines levées de fonds extraordinaires se sont faites grâce à la communauté des marques qui décident d'investir dans leur avenir et qui donc, sur l'ITA, sur Ulule ou sur d'autres plateformes, mettent le paquet et réussissent à lever beaucoup d'argent. Donnez un exemple de cette dernière phénomène. Alors, on a l'exemple de Patine, cette marque qui a été créée par Charlotte Dereux, qui est une femme extraordinaire, pas simplement parce que c'est une entrepreneur de la mode extrêmement engagée, qui a un point de vue sur sa marque extrêmement solide et sur l'engagement de sa maison, mais c'est aussi une mère de famille géniale. Enfin, c'est une fille qui a un humour détonnant. Et elle vient, je crois, de clôturer sur l'ITA une levée de fonds où elle a récupéré 600 000 euros en mobilisant sa communauté et la communauté de l'ITA. Mais on peut aussi parler de Loom, cette société qui a été fondée par un collectif dont fait partie Julia Faure, qui va aussi intervenir cet après-midi dans notre conférence. Loom est une marque qui fait des basiques, qui n'est pas une marque de mode. C'est une marque d'habillement, mais qui le fait avec des matières extrêmement responsables, qui elle aussi, comme Patine, a été accélérée par le programme Talent de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et elle aussi a levé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, 500 000 euros sur l'ITA. Ah, wow. Étant rédacteur, chaque jour dans mon email boîte, je reçois une tonne d'annonces des marques sur l'idée de sustainability. Mais j'ai forte impression, et je pense que beaucoup de gens commencent à voir aussi, qu'il y a beaucoup de greenwashing. C'est quoi votre expérience? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a évidemment beaucoup de greenwashing. Il faut être extrêmement vigilant sur ces questions. Ce que je sais aussi, c'est que la Fédération du prêt-à-porter féminin abrite un très grand nombre de très jeunes marques de mode. Et que ces 2 dernières années, je ne suis pas sûr que nous ayons accueilli un seul nouveau membre qui n'ait pas une démarche responsable profonde. Et la Fédération elle-même s'est engagée il y a 5 ans maintenant dans une démarche RSE extrêmement volontariste. Nous avons développé des outils, des guides qui aujourd'hui font référence dans le domaine des approvisionnements responsables, dans le domaine de l'éco-conception, bientôt dans le domaine de la communication responsable. Mais nous avons commencé bien sûr par les approvisionnements et par l'éco-conception parce que la communication, comme vous le disiez, donne parfois lieu à un peu trop de greenwashing. Donc le prochain guide qui sortira sera sur ce sujet pour éviter qu'on tombe dans ces questions. Mais au-delà des guides, au-delà des outils, nous avons mis en place des groupes de travail avec beaucoup d'entreprises qui se sont rassemblées pour pouvoir mettre en place leur stratégie RSE. Et nous avons développé également, avec le soutien du DEFI, qui est un organisme de financement de nombreux projets et d'accompagnement que nous aimons beaucoup, également un PARS, c'est-à-dire un plan d'accélération RSE qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions
pour accélérer leur transformation RSE. Donc il ne s'agit pas juste, comme je crois qu'on est tout à fait aligné là-dessus, d'avoir des bons mots. Il s'agit de rentrer en action et il s'agit d'avoir des mesures concrètes dans les entreprises. Et la fédération est là pour pouvoir aider ces entreprises. Okay. Vu de l'étranger, la France était toujours reconnue comme le leader dans la mode. Et c'est le fil conducteur dans l'histoire de la France depuis 150 ans. Et même, peut-être le plus fameux français dans le XXe siècle, c'est pas General de Gaulle ou François Mitterrand, c'est plutôt Christian Dior. Mais, d'accord, France a le grand marque, mais le vrai test d'une économie, c'est pas le grand marque, c'est le PME qui crée d'emplois, qui gère, qui crée des richesses. Vous l'avez fait une étude, dernièrement. Est-ce que le nombre de PME dans le mode créatif est en train d'augmenter ou de descendre? Il est plutôt globalement stable. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est stable pour deux raisons. D'abord parce que les usines françaises vont plutôt bien en ce moment. Donc il y a un mouvement d'industrialisation, une force de l'industrie française dans le domaine de l'habillement, que nous représentons également, qui est extrêmement puissante. Et donc ça, on peut absolument s'en féliciter. Le nombre d'emplois n'est pas descendu non plus? Non, il y a des créations d'emplois. Je rappelle que la filière mode et luxe recrute 10 000 emplois chaque année et que nous avons besoin absolument de ces talents dans des métiers de production, mais aussi dans plein de nouveaux métiers. Je pense au domaine du digital, de la RSE, de la communication, etc., de la data. Et ce sera d'ailleurs l'objet du prochain forum de la mode qui se tiendra le 7 janvier prochain à Bercy. Donc, il y a une vraie attractivité de l'emploi et nous avons des vrais besoins dans le domaine notamment industriel. Ce que l'on voit aussi, c'est que les marques se créent en France. On a cette chance-là d'avoir un écosystème très vif. En revanche, ce ne sont plus les mêmes marques qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, beaucoup de marques avaient l'ambition d'être des créateurs de mode. Aujourd'hui, les marques qui se créent ont une ambition un peu différente. Elles ont parfois l'ambition de faire simplement... Certaines veulent être des créateurs de mode, c'est super. D'autres veulent simplement développer des jolis vêtements, d'autres veulent faire des vêtements responsables, certains veulent le vendre dans des magasins multimarques, d'autres veulent le vendre uniquement sur Internet, d'autres ouvrent leur propre réseau de boutiques. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une diversité des modèles qui fait la richesse de cet écosystème. Et donc on est très fiers, je crois, de pouvoir accompagner à travers de nombreux success stories toutes ces différents segments de marché qui, toutes en France, ont de très jolis représentants. Very interesting. Mais je veux dans l'étude, comme vous l'avez expliqué, qu'il y a plusieurs choix de comment organiser votre société maintenant. L'ancienne idée de créer une marque et vendre department stores internationaux est un peu fini. Mais est-ce qu'il y a des modèles qui ne marchent pas, à votre avis? Est-ce qu'il y a des sentiers qui sont mauvaise santé que vous voyez? Écoutez, ce que l'on voit... vous préoccupe? Non, c'est la chance, encore une fois, que l'on a. C'est qu'on voit des success stories, quels que soient les segments de marché. Donc, ce que l'on décide de faire du wholesale, que l'on décide de faire du retail physique ou du retail digital, on voit bien que il y a des succès. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les acteurs ont changé, que les attentes des acteurs ont changé, que les comportements de ces acteurs de la mode ont changé. Il y a 5 ans, on recrutait une nouvelle marque sur un salon professionnel. Aujourd'hui, on recrute une nouvelle marque quand on est acheteur en grand magasin sur Instagram. Et puis après, on va le voir dans un salon professionnel ou sur une plateforme digitale. Y a plein de nouveaux acteurs qui ont transformé, Instagram a bouleversé le comportement de tous les acteurs de la mode aujourd'hui. Donc on voit bien que beaucoup de changements sont en cours et donc le succès, la clé du succès, elle est plus dans l'agilité des entrepreneurs, dans leur caractère business-minded, dans leur capacité à parler, à intégrer le business model, à construire, à incarner aussi ce business model qui est très important. Si j'ai bien compris, un des sponsors de l'événement, c'est DHL. Oui. Quel est le rôle dans l'événement et l'idée de DHL, de livraison comme ça,
Ça, c'est aussi une expression comme le business model a changé. Oui, mais complètement. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on l'a bien vu ce matin. Hein, il y a eu des présentations qui ont beaucoup insisté sur l'internationalisation, sur le fait que l'international, c'était quelque chose d'extrêmement important. C'est un des piliers fondateurs de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Je vous rappelle encore une fois qu'avec le soutien du défi, nous soutenons en rythme annuel normal, hors pandémie, entre 400 et 500 opérations chaque année à l'international pour favoriser des marques de mode à se développer, que nous organisons nous-mêmes des showrooms au Japon, à Taïwan, dans beaucoup d'autres pays où se rassemblent des marques de mode françaises. Et donc, c'était tout à fait logique de trouver un partenaire international pour incarner cet axe stratégique de développement des marques. Donc, DHL nous a très gentiment sollicité, a souhaité créer ce prix dédié à une marque émergente avec un fort potentiel à l'international. Et nous avons beaucoup de joie de remettre ce soir ce premier prix DHL qui viendra saluer encore une fois une nouvelle initiative d'un entrepreneur français. Très bien. Vous avez combien de membres dans votre fédération? Nous représentons 600 entreprises aujourd'hui. OK. Et quel pourcentage de leur vente globale est fait à l'export? Alors, en général, on n'a pas de chiffre précis. Ce que je peux vous donner quand même, en gros, c'est que ça représente souvent une majorité. Souvent, c'est plus que 50%, le chiffre d'affaires. Donc, c'est moins que les marques de luxe. Parce que souvent nos entreprises sont plus petites aussi, donc on sait tous que beaucoup de marques de luxe françaises font beaucoup plus que 80% de leur chiffre d'affaires à l'international. Nous avons des marques bien sûr qui sont très françaises parce qu'elles sont nées en France et qu'elles sont plus petites que les marques de luxe, mais elles grandissent très vite et elles grandissent souvent grâce à l'exportation. Actuellement, il y a un grand débat en Europe, surtout en France, sur l'idée, la vague de globalisation de la dernière génération. Qu'est-ce que vous pensez de cette vague anti-globalisation qu'on sent de plusieurs candidats et à droite, à gauche? Oui. Moi, elle m'attriste beaucoup, ce discours ambiant sur la résurgence de nouvelles frontières, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient idéologiques. J'ai toujours cru et je pense que c'est une des grandes forces de notre pays, que d'organiser un dialogue, que d'organiser un débat. Et moi, la philosophie du combat ne me convient pas du tout. Donc, et la mode, c'est pas ça. La mode, elle s'est toujours construite dans le dialogue. La création, elle s'est toujours construite dans la confrontation de différentes idées, de différentes esthétiques, dans le dialogue entre ces différentes esthétiques, dans une émulation créative qui fait que Paris est une capitale mondiale de la mode absolument extraordinaire, où se rassemblent les cultures du monde entier, les entrepreneurs du monde entier et les personnalités créatives du monde entier. C'est ça qui fait notre force et c'est ce qui fait la raison pour laquelle on aime notre pays. Et c'est ce qui fait sa spécificité au niveau international. Et j'espère que ça va bien continuer. Je sais, c'est pas la première fois que je suis venu à ce siège magnifique d'Oscar Niemeyer, un architecte que j'adore. Les gros marques, même, je pense que je suis venu une première fois à une fête de Prada. Et qu'est-ce qu'il aurait pensé, Georges Marchais, s'il a vu cette manifestation aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je pense que Georges Marchais, au premier degré, peut-être aurait pas été très heureux de voir arriver des patrons par les finances dans l'amphithéâtre du Parti communiste. Et en même temps, moi, l'idée qui m'a été proposée par l'équipe, par Priscilla Jocko, qui pilote le service entreprise de la Fédération, par Mathias Déon à la communication, de faire cet événement ici, j'ai pas tout de suite... Enfin, ça m'a posé des questions. Peut-être les mêmes questions que Georges Marchais, peut-être parce que je suis trop vieux, justement. Ouais. Mais à la fin, je me suis dit finalement que l'exercice que nous faisions aujourd'hui, c'était un exercice collectif, c'était un exercice de solidarité pour montrer l'unité du secteur, le fait que malgré notre diversité, nous sommes là pour discuter ensemble, qu'on travaille bien ensemble. Et finalement, je trouve que ce message, il correspond très bien au bâtiment magnifique d'Oscar Niemeyer dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la proximité avec le Parti communiste ne me gêne finalement pas trop. Je suis ravi de pouvoir découvrir la collection d'art moderne du Parti communiste dans ses locaux aujourd'hui, que je trouve absolument inspirante, extraordinaire à plus d'un titre. Et voilà, je suis plutôt content qu'on reparle encore de certains idéaux, y compris dans notre métier. Dernièrement, nous avons assisté ensemble à l'inauguration d'un grand campus pour la mode en France, IFM, Institut français de la mode. Quelle est l'importance
de cet nouvel projet qui mélange une école de gestion, IFM, et une école de création, l'ancienne école de chambre syndicale. C'est un sujet extrêmement important. Le Paris manquait cruellement d'une école extrêmement solide sur ces trois piliers fondamentaux que sont la création, le business et la technique. Les savoir-faire qui à Paris sont extrêmement importants. Donc quand nos amis de la Fédération de la haute couture ont proposé à l'Institut français de la mode, qui a été, je le rappelle, fondé par toutes les fédérations de la mode, y compris bien sûr les fédérations de l'habillement. Je suis moi-même membre administrateur et membre du bureau comme secrétaire de l'Institut français de la mode, représentant cette fédération et représentant l'habillement. Donc quand nos amis de la Fédération de la haute couture nous ont proposé de fusionner avec l'Institut français de la mode, leur école, ça a été évidemment une très bonne idée pour pouvoir créer de manière extrêmement ambitieuse une école à Paris qui soit le reflet de l'ensemble du secteur. Donc c'est très bien et c'est très important et je pense qu'on a aujourd'hui enfin un outil aussi qui est génial. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup quand je visite l'Institut français de la mode, aujourd'hui, ce sont les machines. Ce sont les étudiants qui travaillent derrière ces machines, qui testent. Ce sont les stockman en très grand nombre. Enfin, au-delà de la communauté, de l'état d'esprit unique de ces trois communautés, savoir-faire, business et création qui sont rassemblées, on voit bien que ces gens travaillent ensemble, dialoguent ensemble pour créer les marques de demain. Historiquement, même que les gens sérieux, personne constate le leadership de la France dans le mode, même qu'il y a des autres capitales, quand même la classe politique a toujours maintenu une distance, certaine distance. Personnellement, j'étais invité depuis une vingtaine d'années à 10 Downing Street occasionnellement pour la London Fashion Week. En Italie, il y avait le déjeuner avec le Premier ministre. On a dû attendre pour l'arrivée en pouvoir d'Emmanuel Macron d'avoir un dîner dans la mode au Palais Élysée. Selon vous, pourquoi il y avait cette réticence de la part de la classe politique, même que la mode représente une énorme industrie pour la France? Oui, la mode, c'est 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que l'aéronautique ou l'automobile. Donc, c'est 1 million d'emplois directs et indirects. Donc, on sait bien ce que nous pesons. Et vous avez tout à fait raison. Avant les deux dîners qui ont été organisés par le président Macron à l'Élysée, il y a eu un cocktail en 1983, me semble-t-il, organisé par le président Mitterrand. Donc, c'est une très longue période qui fait que la mode n'a pas été, et n'est toujours pas d'ailleurs, suffisamment reconnue à sa juste valeur par les pouvoirs politiques. Pourquoi ? Parce que la mode est souvent très masculine, la politique, est très masculine, et que je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à s'approprier ces sujets, peut-être parce que ça vient freiner leur virilité, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de symbolique là-dedans, et qu'ils n'ont pas encore dépassé ce stade, et n'ont pas encore compris que derrière l'esthétique, il y avait aussi du business, de la rentabilité, et beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. Et puis il y a beaucoup de femmes politiques qui pensent que si elles s'intéressent au sujet de la mode, on va les prendre pour des femmes un peu frivoles, qui aiment le chiffon. Donc du coup, personne ne s'intéresse vraiment à nous. Je dois dire quand même qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de politiques que par le passé qui s'intéressent à notre industrie. La présence du ministre Le Maire à l'inauguration de l'Institut français de la mode est importante. Le soutien de la ministre Bachelot au prix de l'Andam qui est aussi quelque chose d'extrêmement important pour notre profession. Le soutien d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale et culturelle, qui nous a fait l'amitié d'une très longue interview dans notre dernier magazine, et aussi un soutien que nous apprécions beaucoup. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les choses changent, ça met du temps, on n'est pas encore au niveau, mais on voit que de très grands pas ont été réalisés récemment. Ce matin, on a démarré le role model. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemplaires des
histoire qui a particulièrement frappé? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Enfin, quand Bache me dit qu'entre 2015 et 2021, le chiffre d'affaires a augmenté de 600%, je trouve ça incroyable. Quand Youssouf Fofana de Maison Château Rouge me dit qu'en 3 heures, il a vendu 32 000 paires de Nike et que c'est le record mondial de toutes les ventes de Nike, je trouve ça absolument incroyable. Quand j'écoute Horace et Marc Briand-Terlet, qui est notre pastille un peu cosmétique, puisque c'est une marque de soins pour hommes, nous parler de sa croissance, de son intérêt pour la diversité des corps. Je trouve ça extrêmement moderne et évidemment, ça a un écho incroyable avec tout notre secteur. Quand j'écoute Dana Roas nous parler de son rôle de business angel et d'accompagnateur de marques avec des communautés extrêmement puissantes comme Make Money, c'est évidemment là aussi la preuve d'un engagement de quelqu'un qui a fait fortune dans la mode en ayant investi dans des très grosses marques, mais qui redonne une partie de sa fortune et réinvestit dans des petites pousses pour pouvoir accompagner justement ce secteur. Tout ça, ce sont des témoignages d'entrepreneurs qui sont évidemment extrêmement saisissants. On va accueillir cet après-midi Frédéric Bius, qui a fait le succès de Comptoir des Cotonniers à sa grande époque, qui a construit ce groupe incroyable qui est Sandromage, Claudie Pierlot, qui aujourd'hui est un investisseur au sein d'Expérience Capital Partner dans un très grand nombre de marques de mode. On va accueillir Julia de Loom. Enfin, encore une fois, on a un line-up, je crois, d'entrepreneurs extrêmement impressionnant. Je voudrais encore une fois tous les remercier parce que leur présence ici, je crois, fait très chaud au cœur, non seulement auprès des banquiers qui sont dans la salle, mais aussi pour toute la communauté de l'habillement que nous représentons aujourd'hui. Pourquoi la France a cette habilité de se renouveler dans le mode? Parce que bon, il y a toujours une grande école de cinéma en France que tout le monde regarde, mais dans ma jeunesse, tout le monde a toujours lu les romans français, relativement peu maintenant, je parle à l'international. Par contre, la mode, la France reste toujours leader. Pourquoi cette habilité? Mais on a des bons managers quand même dans la mode. Donc on a aussi des bons créatifs évidemment, mais il faut les deux. Et en France, nous avons les grandes écoles que le reste du monde n'a pas, et on voit bien que un très grand nombre d'entrepreneurs de la nouvelle génération est issu de ces grandes écoles. Je pense à Guillaume Gibaud du Slip français, à Corentin et à Morgane chez Cézanne par exemple. Je pense à Paul Scherba chez Balibaris. Ces gens font partie de la communauté HEC, par exemple. Donc, et ça aussi, c'est très nouveau. Quand moi, il y a 20 ans, j'étais étudiant en école de commerce, je peux vous assurer que le groupe LVMH n'intéressait personne, et la mode encore moins. Aujourd'hui, c'est au contraire la marque, le groupe le plus désirable, évidemment. Et la mode suscite beaucoup de vocations dans le domaine de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, on sait dans l'histoire de la mode, Pierre Berger, qui a fondé l'Institut français de la mode, le savait mieux que personne. Il fallait un bon manager, il fallait un bon créatif. Et c'est dans ces duos que se construisent les très belles histoires. En France, on a des bons créatifs, on a aussi de très bons managers. Oui, c'est bizarre, le duo Berger et Saint-Laurent est toujours donné comme l'exemple parfait de comment une marque de la mode doit marcher. Un vrai créatif avec beaucoup d'indépendance et un manager sérieux qui puisse faire des limites et dire occasionnellement non au design. Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a une vraie question sur le partage du pouvoir. Et peut-être que la nouveauté aujourd'hui, c'est que le partage se fait avec un peu plus de monde. C'est-à-dire que c'est moins dans un duo que dans un trio ou un quatuor, avec des collectifs qui se montent, avec une personne en charge du digital, une personne en charge de la direction artistique, une personne en charge du commercial, une personne bien sûr en charge du produit et de la création. Donc on voit bien qu'il y a là aussi de nouveaux métiers qui sont bien sûr apparus, mais une structure des entreprises de mode, même très jeune, qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui est plus dans une dynamique collective. J'ai vu rencontrer un jeune homme qui a le rêve d'être un manager, de créer une marque en France. Quel est le trois
pieces of advice, je manque le mot, que vous allez lui donner? 3, c'est peu pour réussir. Pour tout vous dire, il y en aura 17 ce soir en conclusion. Mais s'il y en a 3, je voudrais lui dire de, premièrement, regarder loin, avoir une vision, avoir une ambition qui soit forte. Deuxièmement, ne jamais oublier que la star, c'est le client, c'est pas lui, c'est pas le manager. Et troisièmement, ne pas oublier non plus que s'il n'y a pas un merveilleux produit, il n'y a pas de marque et il n'y a pas de business du tout. À ce moment, le pouvoir de la média est moins fort qu'avant et que social media a attiré une partie de l'audience et même les journalistes candidats en France critiquent les médias même qui sont membres. Est-ce que cette faiblesse de la média, la destruction graduelle des revues, comment ça a changé le terrain pour les marques qui veulent arriver? Ça a beaucoup évolué, ça a évidemment fait beaucoup évoluer les choses et en même temps, je pense que ça a renforcé les médias qui restent encore aujourd'hui dans leur rôle d'autorité. Et ça, c'est très important, je crois. Je pense que d'abord, le social media, c'est toujours un média. C'est vrai que les référents culturels de la modernité ont beaucoup évolué. Peut-être que Léna Situation est notre nouvelle Catherine Deneuve. Peut-être que une blogueuse aujourd'hui a effectivement plus de poids qu'un journaliste, mais en même temps, je ne le pense pas, parce que je pense que dans les médias sérieux, c'est-à-dire je pense aux médias papier, y compris dans leur format digital, etc., mais dans des médias plus traditionnels, on a l'occasion de raconter des histoires que l'on ne peut pas toujours raconter formellement sur Instagram via une story ou sur TikTok. Et donc ce rôle d'analyse, de mise en perspective, d'intelligence, de recul aussi sur l'histoire, la culture que l'on peut avoir, l'espace d'expression que l'on a aussi dans certains magazines ou dans certains hebdomadaires. Encore une fois, le format du papier ou du digital ou du podcast, pour moi, c'est une autre histoire. Je pense que le plus important, c'est l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Et donc, toute la démarche, l'éditorial, les angles de vue. Et ça, c'est un métier. Pierre-François, Godefray. Je pense que ça, c'est bien résumé notre conversation. Et surtout parce qu'on est dans le média maintenant avec un podcast. C'est un plaisir et bon courage pour la continuation de Role Model. Merci beaucoup, Godefray. Merci pour cette discussion que j'ai trouvée passionnante. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci pour votre présence à nos côtés. Merci beaucoup. C'est gentil.